De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Avant d'aborder le sujet concernant le Sénégal, un dernier mot sur le Burkina. Je vous retrouve au Russe pour terminer votre Oui, développement. donc je disais que la participation des populations est importante. Je rappelle que c'est le peuple algérien qui va défaire l'armée française. C'est le peuple haïtien qui défait l'armée française. C'est le peuple indo-chinois qui défait l'armée française. Afghan Une armée équipée, renseignée, et ainsi de suite. Donc, l'apport des populations dans le sentiment patriotique, dans l'appui à l'armée, dans le renseignement, dans, comment dirais-je, qu'on appelle l'augmentation des troupes, n'est pas quelque chose de négligeable. C'est-à-dire, il faut... Alors, maintenant, après, comme je disais au début, oui, les États vont avoir le défi de la logistique. Et ça, par contre, c'est un problème continental quand on sait que la plupart de nos États n'ont pas la latitude, par exemple, d'investir dans de l'armement, dans la fabrication des armes, dans un certain nombre de systèmes de renseignement et qui doivent toujours sous-traiter. Ça c'est un autre point, mais on ne peut, au niveau en termes de communication et en termes de... Non, je trouve que les VDP sont quelque chose à féliciter. Au Mali, on a eu, je me rappelle, dès le début de la crise, des populations maliennes qui ont dit « nous voulons soutenir l'armée ». Ça existe partout. Si vous ne le faites pas, moi je trouve même qu'un gouvernement qui ne le fait pas, c'est dangereux. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez des groupuscules qui se créent pour prétendre défendre leurs intérêts. Et c'est ce qu'on a eu en Centrafrique. En Centrafrique, les factions sont venues, les factions sont venues parce qu'à un moment, une frange de la population a dit l'État ne nous protège pas, l'État n'est pas capable de nous absorber. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire des groupuscules pour nous défendre, des groupes d'autodéfense. C'est comme ça qu'on disait au début, des groupes d'autodéfense. Même au Burkina, il y en avait eu. Il y en avait eu, des groupes d'autodéfense. Au Mali, je pense à un moment, on a eu les Dozo et ainsi de suite. Oui. Donc, à un moment, c'est plutôt le contraire. C'est l'État qui doit fédérer les populations autour d'un élan patriotique et maintenant donner des directives. Pour vous, c'est une bonne méthode que d'appeler les civils à venir soutenir l'armée. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent que ces civils servent finalement de chair à canon? Ah non, faut faire attention. Si les civils servent de chair à canon, votre armée ne tiendra pas parce que ces personnes-là vont se révolter contre vous. Et il y a un précédent historique. Le précédent historique, c'est l'armée française avant que Napoléon ne vienne la modifier. Parce qu'avant, justement, on avait les nobles qui étaient officiers et si vous voulez, les serfs, la population inférieure qui servait de chair à canon. Et justement, le mérite de quelqu'un comme Napoléon, et d'avoir changé la donne en disant vous serez gradé dans l'armée au mérite. Et ça a permis aux personnes les plus futiles d'arriver. Et donc c'est cela. Si vous prenez les populations pour servir de chair à canon, demain ces populations se révoltent et vont vous évincer. Puisque vous leur avez montré le métier des armes et vous les avez décomplexés face à la chose de l'arme. C'est ça un peu. Lorsque vous demandez à ce que la population s'associe à votre mouvement de libération, votre mouvement de lutte, mais la population, elle s'émancipe par rapport à son rapport à la violence et aux armes. Oui. Le paysan qui sait se munir d'une arme, vous ne pouvez plus abuser de lui. Parce qu'il est parti au front lui aussi. Il sait ce que c'est. Il vous dira qu'il est parti au front. Et par conséquent, vous ne pouvez pas abuser de lui. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'États où les populations ont participé à l'effort de guerre. Est-ce une bonne chose finalement ou une mauvaise chose? C'est une chose indispensable parce que fondamentalement, personne ne viendra défendre votre État à votre place. C'est illusoire de penser que non, qu'il n'y a pas de logique à ce qu'un couple, par exemple, en Europe, voie son fils se lever, rentrer dans l'armée et qu'on explique à ce couple que non, ce fils est décédé pour aller libérer un autre territoire sans qu'il n'y ait aucun intérêt. Ça ne se voit nulle part. Les États peuvent être aidés, mais fondamentalement, c'est à ce peuple-là, c'est aux citoyens de défendre sa patrie. Merci beaucoup, Horus. Oui, Samir. Oui, moi, je voudrais apporter quelques éléments pour éclaircir la lanterne de nos téléspectateurs. Vous savez, la question de la communication, c'est un élément important, c'est un principe cardinal. Et le Burkina Faso n'est pas le premier pays à être attaqué par les terroristes. Le Niger même est le soubassement même des terroristes, après l'effondrement de la Libye et tout ça là. Et nous avons vu la stratégie du Niger aujourd'hui. Donc, dire que de ne pas faire de l'amalgame, mais le Niger
met en œuvre fait cette de la politique. vassalité. Non, attendez que je termine. Niger fait Le de la Niger vassalité. met en œuvre Permettez que cette je termine. approche-là. Cette approche-là qui consiste à ne pas se glorifier sur les morts qu'auraient occasionné les opérations Pourtant, on que voit des nous sommes en communiqués train de... également au niveau du Niger qui montrent qu'on a tué tel nombre de terroristes dans telle région. Ça existe également au Niger. Mais ça, c'est le passé, ça. Regardez un peu l'approche de Bazoum maintenant. Vous avez Même avec Bazoum. mais- Bazoum, non, avec attendez, Bazoum, non, Bazoum, je parle de l'approche actuelle des autorités nigériennes. Regardez un peu comment ça se fait. L'idée pour moi, ce n'est pas de dire qu'il ne faudrait pas communiquer sur les opérations qu'on mène par rapport à la lutte contre le terrorisme, mais se glorifier sur des victoires des victoires ponctuelles, puisque cela ne contribue pas véritablement à mettre fin au mal que subit la population. Quel serait l'intérêt dans ce sens-là de communiquer Est-ce que ça ne par démontre rapport pas à quelque cela? part le moral des troupes et que ça ne rassure pas la mais population? quel moral des troupes? L'armée, quand vous faites partie de l'armée, vous êtes formé. Vous allez à la guerre, vous savez que vous allez soit pour vaincre, soit pour mourir. C'est comme ça on forme les gens au niveau de l'armée. La question de la guerre, le contexte qu'il a décrit est carrément différent. Nous étions dans un contexte où une force extérieure attaquait les pays et mettait en mal leur souveraineté. Sauf qu'ici, c'est la guerre Attendez également. que je termine, vous aurez la parole. Attendez que j'aille Nous sommes en guerre au ici. bout de mon intervention. Donc, c'était un contexte différent où il fallait se défaire du colon, c'est-à-dire que affirmer son indépendance et tout ça là. Donc, on ne peut pas comparer Vous un trouvez que c'est contexte différent colonial. du fait Mais attendez que je termine. Oui, On ne peut c'est pas, juste on ne peut sur pas la même comparer un lancée, contexte donc colonial avec un contexte contemporain où les réalités sont différentes, où les problèmes que vivent les pays comme le Burkina Faso, le Niger, ne sont pas des problèmes internes, mais sont liés à l'effondrement de certains pays au niveau de la région, notamment au niveau de la Alors, Libye et tout ça là. Donc, vous parlez aujourd'hui... d'une agression externe quelque part, mais ici aussi, C'est une agression vous pourrez externe. dire... Non, que c'est mais une agression le externe. problème, ce n'est pas que c'est un problème qui consisterait à prendre le contrôle du pays et à mettre à mal la souveraineté de ces pays. la vision Ces des gens-là, terroristes, c'est justement attendez que cela. je vous explique. Le terrorisme, ceux qui en connaissent peuvent aller chercher. Le terrorisme, le djihadisme, ces gens-là sont dans ces zones-là pour faire du business. Ils font du trafic de drogue. uniquement. Non, attendez, ils font du trafic de drogue, ils font du trafic Non, mais il y a eu l'État du islamique. carburant. L'État Ils islamique, font c'est également du trafic des armes et tout ça là. Donc c'est une zone, lorsqu'ils contrôlent, ça permet de perpétrer ou de perpétuer un commerce illicite, du grand banditisme, etc. Est-ce qu'elle doit Le être deuxième au niveau de volet, l'État? si Est-ce vous que la vision des permettez. théories, c'est juste faire du commerce Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est juste Ah, ça. donc, on ne peut pas les combattre. Donnez-moi un groupe djihadiste qui a émis le vœu de prendre le contrôle d'un pays. Oh, il y en a Donnez-moi. plein, il y en a plein. Mais exemple. Quand vous connaissez Boko Haram, par exemple, quand vous connaissez l'État islamique, justement, il y a eu et le quand vous cas suivez de la l'Azawad, dernière interview le que fils- France 24 le a faite, fils en En Algérie, il y a eu l'État Mais islamique. ils ont dit qu'ils vont prendre le contrôle de tout un pays. Vous avez vu ça où? l'ambition Ils sont en d'ailleurs, train c'est de de descendre combattre. jusqu'à la Ils sont en Turquie. train Les de frères combattre. musulmans en Ils Égypte, sont en train oui. de combattre les colons. C'était ça le début. Ils étaient contre tout ce que le colon a apporté au niveau de ces pays-là. Ils étaient contre l'éducation. Ils voulaient instaurer leur manière de voir les choses au niveau de cela. Donc le fondement de leur lutte, mais c'est contre le système colon qui a été apporté. C'était ça le début. L'histoire même de ces groupes djihadistes et tout ça. Comme vous dites la question de VDP, c'est une bonne chose et que cela a permis à certains pays de se défaire. Mais vous n'allez pas comparer au temps où il y avait le colonialisme. On en a vu même dans les pays africains où les populations même se sont levées pour défendre le territoire. C'est Qu'est-ce qui a carrément changé différent. aujourd'hui? Qu'est-ce qui a Mais changé? beaucoup d'éléments ont changé. Aujourd'hui, nous avons des armées au niveau de l'Afrique. Au début, ce n'était pas ça. Il faut que les gens replacent l'histoire dans son contexte. Au début, en Afrique, notamment en Afrique noire, bon, peut-être les pays maghrébiens, tout ça là, pourront faire l'exception. Mais au niveau de l'Afrique noire, nous n'avons pas véritablement des armées organisées. Nous n'avons pas matériel moderne. Nous n'avons pas vraiment un groupe bâti
où on sait que leur travail au niveau de l'armée, c'est ça. Aujourd'hui, quand vous prenez ce qui se fait au niveau... Attendez que je termine sur l'aspect des VDP. Oui. Attendez que je termine. Mais quand vous êtes au Burkina Faso, vous dites que c'est en associant les civils que vous voulez finir avec le terrorisme. Vous savez que le terrorisme ou le djihadisme, c'est un problème transfrontalier. Ce n'est pas seulement un problème inhérent au Burkina Faso ou propre au Burkina Faso. Si vous voulez associer la population au niveau de cette lutte-là, si vous arrivez à juguler le problème et que le problème ne finit pas, par exemple au Niger, le problème ne finit pas au Mali, le problème ne finit pas, par exemple, en Libye, tout ça là, vous pensez que vous allez résoudre le problème avec tout ça là? Quelle est la solution selon vous? La solution, et vous avez suivi le président Bazoum par rapport à cela, il est inconcevable qu'on envoie les civils au front. Ça, c'est un principe au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, la solution, c'est de renforcer la coopération militaire au niveau de notre sous-région, parce que c'est la sous-région qui a attaqué véritablement. Quand vous prenez la côte, le Togo, le Bénin, le Ghana aujourd'hui, le Mali, c'est la côte qui a attaqué. Donc il faudrait qu'il y ait une réponse collective des pays de la CEDEAO. Ce n'est pas désarmer. Il faut renforcer les armées. Parce que si vous associez les civils, après, qu'est-ce que vous en ferez d'eux? Vous avez vu le cas au niveau de la Côte d'Ivoire. Après, vous avez vu les civils qui ont pris les armes pour chasser le pouvoir en place. Après, ils ont revendiqué également à être intégrés dans l'armée. Ces gens-là que vous apprenez à maîtriser l'arme, vous en ferez quoi d'eux pour la société? Ça va être un problème sérieux pour nos différents pays. Un dernier mot, non, je voudrais dire tout simplement que quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de bonheur sans courage et ni de vertu sans combat. Je pense que mon frère Samir nous amène sur un terrain où franchement il y a de la confusion parce que ici les faits montrent qu'il y a des déplacements de population. Quand vous êtes attaqué sur votre territoire, vous allez attendre que les armées sont là, mais on n'attendait jamais à ce que les solutions soient réglées. Donc moi je crois quand même que le fait qui connaîtra mieux les ennemis que les populations elles-mêmes. Et je crois quand même que ce que si vous avez un renseignement bien fait, on a même mis en place des renseignements. Oui, on a sollicité les renseignements américains, français, un peu partout, mais ça n'a rien donné. Mais pour vous, la solution, c'est les civils. Les civils sont là, je crois, on les associe, on va dans le combat. Et aujourd'hui, les fonds qui ont été mobilisés, même plus de 20 milliards de francs qui ont été mobilisés, associés à ce mouvement, plutôt à ce mouvement, je crois quand même qu'aujourd'hui, ça donne au Burkina Faso de communiquer. Moi, je voudrais qu'on communique sur le nombre de djihadistes tués. Ça amènerait un peu plus de tranquillité. Merci beaucoup, Prosper. Nous allons aborder le deuxième sujet, direction donc le Sénégal. Notre question, Ousmane Sonko ira-t-il en prison? Le calme semble revenir à Dakar après des violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre suite à la condamnation d'Ousmane Sonko dans l'affaire Adissar. Condamné à 2 ans de prison ferme et à 600 000 francs d'amende, Sonko devrait être arrêté à tout moment et mis en prison. Mais au regard des violents affrontements qui ont suivi le verdict ce 1er juin, on s'interroge sur la suite au Sénégal. Alors, Sonko condamné, des violences qui ont fait au moins 16 morts et des centaines de blessés et des arrestations également. Malgré tout, Sonko ira-t-il en prison selon vous ou le dialogue le sauvera? Prosper à vous. Bon, moi je crois que dans cette histoire du Sénégal, on en a tellement épilogué que finalement on se demande que veulent les Sénégalais eux-mêmes, le pouvoir sénégalais. Pour moi, Sonko en prison, je crois, Sonko, c'est Sonko. Oui. En prison, il ne faut pas qu'on va avec, il y avait eu un certain Sonko également, entre-temps en Sierra Leone. Ici, Sonko, je crois quand même que il est un citoyen d'un État qui a des affaires pénales auxquelles il doit répondre. Moi, à mon avis, quelles que soient les circonstances, c'est vrai qu'il a parlé d'un certain embûche organisé par l'État vis-à-vis de sa personne. Il jouit d'une popularité qui devait lui permettre quand même de s'essayer d'aller vers la justice, parler, se défendre. Bon, vous voyez, lorsqu'il y a du vide, souvent, on a dit que on a l'horreur du vide. La nature a horreur du vide.
le fait qu'il ne soit pas présent aux assises, pour moi, est une, je dirais... Vous parlez du dialogue ou à son procès? Non, à son procès. Okay. D'abord, oui, à son procès. Pour moi, c'est un manquement grave. Enfin, un manquement à l'autorité. C'est-à-dire que il faudrait qu'il aille se défendre, quelles que soient les circonstances. Et en allant, qu'on verra que vraiment, il a des obstacles qui l'empêchent donc d'aller vers la justice. Maintenant, pour moi, l'amener en prison, oui, on peut venir le chercher, mais quels sont les dégâts collatéraux que ça va encore poser? Il est quelque part à Dakar, dans sa maison, cloîtré dans sa maison. Pour aller le chercher, il faut marcher encore sur des vies humaines, parce qu'il y a tout un bouclier humain qui l'entoure. Donc vous parlez tout de chair à canon. Donc je pense que c'est un risque. Mais dans la réalité, il est condamné. Il doit répondre donc, à mon avis, à son interpellation. Maintenant, moi, je crois quand même que sur cette affaire, le Sénégal, le pouvoir sénégalais et l'opposition ont commis un certain nombre d'erreurs que je partage entre les deux. Si je prends l'opposition burkinabé, je crois quand même que... Vous parlez de l'opposition sénégalaise. Sénégalaise, allez-y, excusez-moi. Ils ont donné pratiquement le bâton avec lequel le pouvoir sénégalais est en train de les battre. Et c'était quoi ce bâton? C'est-à-dire que nous sommes dans une période où le président actuel du Sénégal est en cours d'exercice. Son mandat est en cours d'exercice. Il n'a pas fini. On n'a pas encore annoncé la candidature. Je crois que l'opposition sénégalaise a entraîné même la communauté internationale à ce risque-là. C'est-à-dire qu'on parle déjà d'un troisième mandat qui n'est même pas annoncé parce que Macky Sall n'a pas encore fini son mandat. On aurait pu attendre parce que moi, il faut mettre les gens devant le fait accompli. Le gars ne peut pas, on suscite en lui. Et ça, je crois quand même que c'est une stratégie occidentale. C'est-à-dire que vous allez vous rappeler, avec la rencontre avec Nicolas Sarkozy, le président français actuel, Macron, on a déjà parlé du troisième mandat. La question est déjà sur les médias occidentaux. Ira-t-il, n'ira-t-il pas? Et ça a phagocyté un tout petit peu les commentaires en Afrique. Et finalement, comme nous ne maîtrisons pas trop le contingence de la démocratie, on prend déjà ça là au moins. Et ça a commencé par faire donc des dégâts. Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas de raison de s'inquiéter déjà quand on voit que c'est la même procédure qui a été déjà utilisée dans plusieurs pays, que les présidents se sont présentés pour... Moi je dis, on a peur de quoi? On a peur de quoi? Qu'il se présente effectivement. Qu'il se présente. Et quand quelqu'un se présente au troisième... Je crois qu'Abdoulaye Wade a été... On l'a battu... Mais on n'a pas attendu tranquillement pour le battre dans Mais je dis quelque part, il y a tous les moyens sont bons pour tuer le chat. C'est-à-dire que cette histoire de troisième mandat, la personne ne parle pas. Parce qu'il est dans son droit de ne pas parler, de ne pas dire quoi que ce soit, parce que son mandat n'est pas fini. Les annonces de candidature ne sont pas... Parce que Sonko plutôt, lui, il est libre. Il peut annoncer sa candidature. Mais lui, en tant que président en exercice, le mandat là n'est pas fini. Alors, maintenant, je vais terminer pour le deuxième. Oui, c'est ça. C'est ces erreurs-là qui ont amené ce bouleversement. Maintenant, au niveau donc de... Quel est le lien que vous faites entre ces erreurs que vous supposez, ces erreurs politiques, et la condamnation de Sonko? Mais c'est ça qui fait que, de l'autre côté, le pouvoir a choisi de manipuler la justice. Donc vous pensez que c'est oui, moi je trouve que c'est un procès politique. Quand on parle donc d'un chef d'accusation de viol sur quelqu'un qui après le jugement on parle de corruption de la jeunesse. On va où? C'est ça le problème c'est-à-dire il y a une telle corrélation entre ces deux faits qu'aujourd'hui on en est arrivé là. On aurait pu laisser Macky Sall arriver au terme de son mandat, déclarer que je vais
postuler pour le 3e mandat. Et quand les choses vont commencer, on comprendra. Maintenant, on a mis le charrue devant le bœuf. Et ça a tout bouleversé. Donc moi je dis, l'erreur, elle est ainsi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir sénégalais s'est intégré. Il a mis, comment on appelle, en exergue toutes ses manettes pour pouvoir brouiller la piste. Et ça, les Occidentaux sont derrière. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, répondez à ma question. Finalement, Sonko ira-t-il en prison ou il peut s'accrocher au dialogue pour se sauver? Bon, je crois quand même qu'il y a une décision de justice. Elle doit être exécutée avant que la grâce présidentielle ou toutes les autres contingences n'interviennent. Pour moi, il faut respecter donc la procédure. Samir, même question. Voilà les violences qui ont émaillé le Sénégal après l'annonce du verdict. Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme. Nous ne parlons pas de l'affaire de diffamation. Ici, c'est la prison ferme 2 ans, ce qui l'empêche d'ailleurs de se présenter pour l'élection présidentielle de février 2024. Ira-t-il en prison ou il s'accroche au dialogue finalement? Mais quand vous parlez de dialogue, M. Sonko a déjà fait savoir qu'il ne participera pas à un dialogue. Bien avant Exactement. Que le donc, je sais, donc, quand quelqu'un dit cela, et vu la carrure de cet homme politique, le contraire me surprendra qu'il décide un beau matin de pouvoir prendre part à ce dialogue annoncé par le pouvoir. Je pense que le Sénégal ne doit pas vivre ce qui est en train de se passer au niveau de ce pays-là. Vous savez, c'est devenu une pratique au niveau de ce pays-là. Même les présidents qui se sont succédés, hein, vous avez Abdoulaye Wade, vous avez, comment il s'appelle, Abdou Diouf et tout ça là, ils ont mis en place des manœuvres pour exclure leurs concurrents de l'opposition. Ça n'a pas commencé avec Macky Sall, sauf que Macky Sall a allé trop loin. On voyait un peu dans ses manigances. D'abord, il a tout fait pour écarter le fils de Wade. Ensuite, le maire de Dakar qui a été écarté également. Et Ali Fassal. Et aujourd'hui, il met en place des artifices pour pouvoir écarter son 3e concurrent, sauf qu'il s'est pris très mal dans cette affaire-là. Maintenant, quand vous voyez un peu ce qui s'est passé et la décision qui a été rendue, quand on reste sur le plan judiciaire, l'ordre normal voudrait que Sonko aille en prison, parce que quand une décision est prise en justice, il faut qu'elle s'exécute véritablement, de gré ou de force. Et vous savez que le quartier où réside M. Sonko est encadré par les forces de l'ordre. Donc tout le quartier est encadré, sauf qu'on ne connaît pas le jour où on viendra prendre Sonko pour aller le déposer en prison. Ce qui risque véritablement de faire surchauffer les choses au niveau de Dakar. Donc, quand on regarde un peu, je voudrais revenir sur les différents éléments qui ont été retenus, sauf que M. Prosper s'y prend véritablement mal. La question de ce chef d'accusation qui a été retenu finalement, qui est la corruption de jeunesse, ce n'est pas une infraction nouvelle. Dès le début, le procureur de la République, celui qui représente le ministère public, avait même retenu, je pense, 2 ans de prison, 5 ans de prison. Pour corruption de la jeunesse. Mais c'était pas pour attentat aux mœurs, qui a conduit au déclenchement de l'affaire. Attentat de mœurs. Il n'y avait pas de corruption de la jeunesse. On parlait plutôt de viol. Attendez que je vous explique. Attendez que je vous explique les choses. La question de corruption de jeunesse figure bel et bien dans le code pénal du Sénégal. On ne refuse pas. Ça, c'est un fait. Donc, si vous voulez qu'on explique un peu cette infraction qui a été retenue par le tribunal de Dakar pour condamner Sonko, qui est ce que les gens retiennent, c'est corruption de jeunesse, mais quand on regarde un peu le code pénal, ce n'est pas comme ça que c'est libellé. Attentat aux mœurs, corruption de jeunesse. Donc on voit en fait que du moins quand on regarde de si près, vous voyez en fait que c'est une autre manière de dire qu'il y a viol. Mais non, c'est une manière de dire qu'en réalité les preuves qui sont fournies par la défense et par l'accusation ne permettent pas de retenir les infractions de viol, menaces de mort sur la victime qui est Adjissa et qui pourrait faire condamner Ousmane Sonko. Mais le juge a retenu, c'est extraordinaire quand vous voyez un peu la qualification qui a été retenue, le juge a dit que, en français clair, que la propriétaire
la propriétaire du salon de massage, et Monsieur Ousmane Sonko, sur la base de l'infraction qui a été retenue, qui est corruption de jeunesse, attentat aux mœurs, devront verser 6 millions comme dommage et intérêt à la victime. Ça veut dire qu'en réalité, même si la justice ne retient pas l'infraction de viol, mais à un moment donné, on sent que Sonko a joué un rôle primordial qui a porté atteinte à la jeune fille, même s'il n'y a pas de viol. Donc aujourd'hui, quand on regarde un peu la décision qui a été rendue, je pense que la seule voie qui est et reste, c'est que Ousmane aille se reposer en prison. Mais trois scénarios peuvent se présenter, si vous permettez que je finisse par là. On reviendra peut-être sur encore le temps. Oui, Horus, que faut-il faire? Sonko va en prison ou il peut s'accrocher au dialogue, il peut trouver une issue pour discuter politique? Alors, j'ai pas trop compris parce que je trouve que l'État sénégalais a une méthode plutôt jusqu'au boutiste. Parce que après, effectivement, oui, à la base, il est inculpé pour viol. J'ai pas compris l'histoire de corruption de la jeunesse parce que comment dirais-je, il s'agit d'un salon de massage et la dame qui engage, celles qui vont travailler là-bas, est censée savoir ce qui se passe dans son établissement. Elle propose des services. Oui. Donc le client qui vient va pas demander les papiers, c'est-à-dire les services sont garantis par la maison. Mais bref, on pourrait s'étendre et énormément dessus. Peut-être le point que moi je retiendrai peut-être, c'est la naïveté de l'équipe d'Ousmane Sonko. Parce que quand on a un leader politique charismatique et que l'on sait que ce leader va être attaqué, ben, on le couvre de façon à ce qu'il évite de se retrouver dans ce type de situation. Et l'équipe de Ousmane Sonko, on se rappelle, a déjà pêché, je pense, aux dernières élections avec certains couacs où on a vu certains candidats du PASTEF qui ont dû retirer des candidatures, et ainsi de suite. Donc, il y a un problème au niveau de cette équipe-là. Maintenant, le gouvernement sénégalais, disons le Sénégal, est connu, et là je partage ce que Samir a dit, le Sénégal est connu pour utiliser la justice à des fins politiques. Senghor l'a fait avec Valdo Diaye, Senghor l'a fait avec Mamadou Dia. C'est un sport national. Après, on a eu le cas de Idrissa Seck, on a eu le cas de Khalifa Sall, on a eu le cas du fils de Wade, Karim Wade, et on se retrouve avec le cas Ousmane Sonko. Donc, la population, sur plusieurs générations, est habituée à une certaine instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Et là où se situe le vice, c'est que, comment dirais-je, si ce qui est reproché peut éventuellement exister, cela n'apparaît qu'au moment où le candidat se fait pressant et qu'il a des possibilités de remporter les élections. Et donc, il y a quelque chose de paradoxal et vicieux dans le sens où on parle d'un homme politique qui actuellement au Sénégal incarne les projections de la jeunesse. Et cet homme-là, on le condamne à des faits de corruption sur la jeunesse. Alors, on parle d'un homme qui a l'étendard du panafricanisme et qui, justement parce qu'il a cet étendard-là, a une image d'intégrité qu'on veut salir en lui, comment dirais-je, en essayant de couper de sa base tout l'électorat féminin et l'électorat jeune. Parce que après, le problème de l'histoire de Sonko, c'est qu'il est difficile pour des femmes de prétendre qu'une autre femme a menti. Donc, je pense que le coup, c'est attaquer son intégrité. Parce que la grosse force de Sonko, ça a été justement pendant longtemps l'intégrité à travers le message qu'il incarne. Le second coup, c'est cet exercice bizarre qui consiste à inculper quelqu'un, parce qu'on se serait attendu à ce que Sonko soit inculpé pour le viol et pour l'affaire de diffamation. Et étonnamment, il n'est condamné ni pour l'un ni pour l'autre. Et on nous sort de la pochette un autre chef d'accusation. Mais il a été condamné pour diffamation, sauf que c'est un sursis. Voilà. Oui. Donc la grosse patate chaude va atterrir dans les bras du conseil, disons, je sais pas comment ils appellent, je sais pas si c'est leur CENI, je sais pas comment ils appellent cela là-bas, mais c'est eux qui vont avoir
l'exercice périlleux de décider si Sonko est éligible aux prochaines élections ou non. Parce que je ne sais pas comment on va faire le pour... Conseil constitutionnel. Normalement, voilà, le Conseil constitutionnel. comme il est condamné, normalement, il ne devrait pas se présenter. Ah oui, mais s'il ne se présente pas, le Sénégal va passer par une très mauvaise étape. Parce que je ne sais pas comment on peut sortir un leader casamançais, charismatique. Alors, ça veut dire que cet homme-là, si vous l'arrêtez, vous avez tout Dakar dehors, mais vous avez la Casamance instable qui a des mouvements sécessionnistes qui sort dans la rue aussi. Ok, d'accord. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.